vertueux à énergie positive. Et donc pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène Michel Delplace, architecte et associé à l'agence ANMA, et Anna Cugnac-Ribellier, International Real Estate Sector Director, excusez-moi pour l'accent, au Deans Group. Pour changer, c'est là? Bonjour. 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 Voilà, vous disposez également de 20 minutes. Ouais, Voilà. d'accord, on va essayer, hein. On va faire ce qu'on peut. Voilà, bonjour. Donc on est là pour vous présenter le projet de la Maison de l'Île-de-France. C'est un projet de résidence étudiante qui a été construite pour le maître d'ouvrage qui est la région. Elle a été faite pour le compte de la Cité internationale universitaire. Donc, la Cité internationale universitaire, elle se situe dans un poumon vert au sud de Paris. Elle a été créée en 1925, à la suite de la Première Guerre mondiale, pour accueillir des étudiants venus du monde entier et de toute culture et de catégories sociales différentes. C'est un projet qui se voulait humaniste, pour améliorer les relations de paix dans le monde. Voilà. Elle est conçue comme une cité-jardin. Elle a donc accueilli 40 maisons entre 1923 et 1969 pour accueillir 6 000 étudiants. Et ensuite, pendant 42 ans, elle s'est un peu stagnée. Et donc, ils ont décidé de refaire un plan de développement pour accueillir d'autres pavillons sur ce site prestigieux. Voilà. Ce site, l'histoire de la cité universitaire, ça a toujours été des démarches d'expérimentation et d'innovation. Et donc, il y a plusieurs architectes visionnaires qui ont construit, dont Le Corbusier et Claude Parent, qui sont certainement les plus connus. Donc, en 2011, la région lance un concours sur lequel on a été retenu avec l'équipe d'Urns, notre partenaire, vraiment partenaire, parce que vraiment c'est une longue histoire ce projet. Donc le projet se situe au sud de la Grande Pelouse pour ceux qui connaissent la cité universitaire, donc en frange du périphérique. C'est une parcelle qui se situe en symétrie de la maison du Cambodge par rapport à l'axe principal qui est constitué par l'église du Sacré-Cœur et la maison internationale. Donc c'est une parcelle très contrainte de par sa proximité avec le périphérique, du fait des problématiques acoustiques qu'elle engendre, de par son orientation, plein sud côté périphérique, et aussi par les magnifiques arbres qui y sont implantés, qu'on l'a souhaité préserver. Le programme, il est assez banal, c'est un programme fonctionnel, 142 logements et des locaux collectifs, mais par contre le programme environnemental qu'a établi Tribu, donc l'équipe de Nathalie, qui avait une vision, qui était très visionnaire à l'époque, parce qu'on était en 2011 pour le concours. J'imagine que vous avez fait le programme en 2008-2009. Donc on est vraiment sur les prémices de cet heureux 2020, voire peut-être 2030, je ne sais pas, on verra, on en discutera. Donc il y a un label énergie positive, donc le souhait d'un bâtiment qui produit plus d'énergie que ce qu'il consomme. Un profil environnemental zen, donc un bâtiment zéro énergie, zéro émission de gaz à effet de serre, et zéro production de déchets nucléaires. Donc c'est un bâtiment qui n'aura pas recours au gaz, qui n'aura pas recours à l'électricité. Il faut se rappeler que la réglementation thermique à l'époque est la RT 2005, donc l'objectif que l'on souhaite est totalement démesuré par rapport à la réglementation actuelle. Donc on marque une nouvelle ère pour la cité internationale, mais aussi on marque l'engagement de la région sur le développement contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc, avant de dessiner, avant de faire un projet architectural, on s'est rencontré avec Dearns, avec l'équipe de Dearns et l'équipe ANMA, et on a travaillé sur 4 axes de réflexion. Le premier, c'est l'énergétique et l'écologique. Donc, on a décidé d'avoir recours à des énergies renouvelables et de trouver une autonomie énergétique complète de ce bâtiment. On a souhaité aussi transformer l'expérience humaine, donc proposer un projet humaniste basé sur un dialogue et surtout aussi d'avoir une qualité d'usage pour cette opération. On a fait appel au digital pour maîtriser les ressources et calibrer les dépenses. Et on a révolutionné les processus, donc on a changé nos façons de faire dans l'utilisation, dans la conception, et on a souhaité innover. Voilà, je te laisse, Anna, nous présenter tout ça.
Merci Michel, bonjour à tous. Donc parlons du volet énergétique, écologique de la maison d'Île-de-France. Quand ANMA, l'architecture, et DERMS, l'ingénierie de fluide et performance environnementale sont réunis, il avait vraiment l'engagement pour une conception collaborative, main dans la main. Il ne s'agissait pas de faire un bâtiment où il y a après mettre dedans les installations. On s'est mis d'accord, on a réfléchi ensemble sur quelle serait la meilleure approche et stratégie énergétique, environnementale, et après le bâtiment a été conçu en fonction de cela, de manière à ce que cette vision de performance globale puisse être garantie par les systèmes qui ont été conçus et intégrés et qu'ils marchent bien en parallèle les uns avec les autres. Donc ici, vous voyez un peu un résumé des systèmes et approches qu'on a utilisés lors de la conception. Le cœur de l'innovation réside dans deux cuves géantes qu'on voit sous façade sud. En gros, c'est deux cuves remplies de 156 000 litres d'eau, dont l'eau est chauffée par des panneaux solaires en façade sud, qui finalement n'étaient pas très agréables en termes de façade pour les chambres et qu'on a donc utilisé pour le volet énergétique. Et la production électrique a lieu sur des PV, des panneaux photovoltaïques sur le toit. En plus de là, il ne s'agissait pas juste de faire un bâtiment qui va produire localement l'énergie dont il a besoin. Il fallait minimiser d'abord cette demande énergétique. Donc tous les systèmes ont été pensés pour réduire cette demande. Et ça inclut la conception de douches efficaces, donc avec récupération de chaleur, dont on parlera par la suite, des radiateurs basse température, une façade extrêmement performante et active, puisqu'elle va participer à cette production locale de l'énergie, avec une orientation privilégiée où le bâtiment, en fonction de ses caractéristiques, va contribuer à tout ce volet de performance globale, et une ventilation naturelle, parce qu'il y a le pari de conception de bâtiments sans climatisation. Pourquoi approcher le bâtiment de cette manière? En fait, on a voulu développer une stratégie 100% solaire. En gros, on a besoin de chaleur dans le bâtiment pour le chauffage, eau chaude sanitaire, et on a besoin d'électricité, éclairage, ventilation et tout type d'équipement. Parce qu'il faut dire qu'on a conçu le bâtiment pour être zéro énergie, le bilan annuel, tout usage confondu. Donc on allait au-delà de l'ERT à l'époque. Et donc on s'est rendu compte que l'énergie solaire pouvait contribuer à produire les deux énergies dont on avait besoin, chaleur et électricité. On a voulu concevoir donc le bâtiment pour contribuer à cette décarbonation de l'empreinte globale du bâtiment par donc une production et stockage thermique énergétique local. Pourquoi? Parce que ces cuves qu'on a vues vont faire un système de stockage thermique intersaisonnier et sont chauffées par l'inertie des cuves et vont alimenter toute l'année le bâtiment pour ses aspects de chauffage et d'eau chaude. Bien sûr, ça a demandé beaucoup d'études, les outils de simulation qu'on n'avait pas, qu'il a fallu penser comment créer cette gradation de température. Il faut voir que entre un bout et l'autre de la cuve, on a 50 et 90 degrés et on va piquer l'eau à la température dont on a besoin. Et comprendre les comportements des usagers. Un bâtiment est occupé, le comportement a énormément d'impact sur finalement la consommation finale. Et donc, il a fallu comprendre avec la SUP, avec la région, comment se comportent les étudiants dans la CTU pour pouvoir donc le prendre au mieux en compte dans les scénarios d'usage et donc concevoir la maison pour des scénarios le plus proches du réel possible en termes d'utilisation. Et donc, pas de climatisation, comme on évoquait. Ici, c'est juste pour montrer un peu les technologies et les systèmes qu'on a mis en place. Il faut voir que ce bâtiment était novateur par l'ambition, mais aussi par les technologies et solutions qu'on a mis ensemble. Donc ça, c'est les panneaux solaires qui vont permettre de chauffer l'eau dans les cuves géantes et que donc permettent ce stockage thermique local. Ici, vous voyez les cuves, elles font 15 mètres de haut, ce qui était d'ailleurs une première en France. Normalement, ces cuves, on l'utilise pas forcément dans des résidences d'étudiants. Elles sont normalement utilisées à l'horizontale et enterrées. Ici, on les utilisait en verticale pour faire le stockage thermique intersaisonnier et comme un élément dans lequel on a intégré la façade. Et avec une réflexion sur l'excès de chaleur qui serait produit pour qu'il puisse être réinjecté dans le CPCU, le réseau de chaleur urbain.
Une complicité technique à la conception, main dans la main, architecture et ingénierie, mais à l'exécution ici, puisque vous voyez la taille des systèmes, la proximité au périphérique, et donc il a fallu impliquer aussi les entreprises de réalisation très très tôt dans le processus, pour que le processus se déroule favorablement. Et dans cet aspect énergétique, on parlait de minimisation de cette demande énergétique. On avait récupération de chaleur des eaux de douche, c'est-à-dire la chaleur de l'eau usée de douche, permet de préchauffer aussi une partie de l'eau qui monte. Donc pour utiliser toutes les énergies disponibles et les déperditions pour qu'elles deviennent aussi des sources de production ou de chauffage. Une façade extrêmement performante, une ventilation en fonction de l'occupation, parce qu'il y a des systèmes de cartes qui permettent d'identifier si les chambres sont occupées ou pas. Et donc, si elles ne sont pas occupées, de minimiser le débit de ventilation, chauffage, etc. Donc, tout un système associé à cela. Donc pour minimiser la sollicitation de ce cœur énergétique que vient de vous présenter Anna, il a fallu aussi réaliser une enveloppe très performante. Donc on est sur une enveloppe à ossature bois très spécifique parce qu'on croise les couches d'isolant et l'ossature pour réduire au maximum les ponts thermiques linéaires qui sont constitués par l'ossature. Donc on n'a plus que des ponts thermiques ponctuels. Donc on a une façade qui a une épaisseur de l'ordre de 40 cm, qui a une étanchéité à l'air aussi très performante, et bien sûr qui a nécessité un ATEX car on est vraiment dans de l'innovation. On a aussi une fenêtre par chambre pour éclairer cette chambre. Cette fenêtre est très spécifique parce qu'elle a deux positions d'ouverture, une pour le confort d'usage, une seconde pour la maintenance. Ces ensembles menuisés sont de type respirant, ils sont constitués de deux fenêtres, une côté intérieur en double vitrage, une côté extérieure en simple vitrage, avec interposition entre ces deux vitrages, ces deux ensembles d'un store motorisé et asservi. Tout ça pour obtenir un facteur thermique très performant, un facteur solaire très performant, une excellente performance pour l'acoustique, parce qu'on est à côté du périphérique. Et en fait, ce type de châssis qui est, je ne vais pas dire couramment utilisé en Allemagne, a nécessité quand même un ATEX en France, alors que c'est un produit qui avait déjà fait ses preuves à l'étranger. Cette façade est entièrement préfabriquée pour réduire les déchets sur le chantier, et on a privilégié bien entendu le bois pour effectivement réduire notre impact carbone. Il y a une voilà, je pense que pour la façade, c'est un peu tout. Donc ensuite, on a travaillé effectivement, pour les chambres sur la qualité de l'air, donc à l'intérieur de celle-ci, car la contrainte du périphérique nécessite un travail sur la filtration d'air, donc pour extraire les COV. Il faut que tu passes une slide là. Voilà. Il manque une image. Donc, sur la qualité de la lumière aussi intérieure de chaque chambre, donc on a travaillé sur la lumière naturelle et artificielle. Donc la taille de la baie a été dimensionnée en fonction des besoins de facteurs lumière-jour, mais aussi minimisée au maximum pour éviter les échauffements intérieurs. Donc on a travaillé aussi sur la création d'une grande paroi vitrée entre les salles d'eau qui sont toujours en second jour, qui sont comme ça éclairées naturellement, donc ce qui permet de réduire aussi les consommations énergétiques. Et ce vitrage aussi améliore la réflexion de la lumière naturelle à l'intérieur des chambres. Pour accompagner les étudiants à s'approprier ce bâtiment, on a créé avec Deurne, c'est la cité universitaire, un livret d'accueil qui a permis d'expliciter à chaque étudiant le concept de ce bâtiment, d'expliciter les scénarios pour qu'il y ait une vraie prise de possession des étudiants de ce lieu, qu'ils soient totalement sensibilisés parce qu'ils viennent tous d'horizons différents. Et ensuite, en haut à droite, vous voyez le piézoplex, c'est la voie universelle du bâtiment. C'est une œuvre artistique qui a été créée par des étudiants de l'École des Beaux-Arts du Mans en collaboration avec l'IRCAM. Et en fait, cette œuvre artistique signale au travers de 3 sonorités le comportement énergétique du bâtiment.
en déficit, à l'équilibre ou en positif, quoi. Ça permet ainsi aux étudiants d'avoir une conscience du comportement du bâtiment à un instant T. Voilà. Donc, en fait, si on résume les difficultés qu'on a eues au travers de ce projet, donc c'est d'innover, c'est d'introduire du neuf dans quelque chose qui a un caractère bien établi, donc c'est changer les mentalités. Donc il faut être conscient que engager un maître d'ouvrage et engager une équipe dans l'innovation, c'est compliqué parce qu'il y a toujours un risque d'échec. Hein. Il est rare, mais il existe. Mais il y a surtout un besoin certainement d'ajuster ensuite, créer des ajustements pour améliorer, parce qu'on est vraiment sur un prototype. Quand vous voyez une voiture circuler dans la rue, il y en a eu 40 prototypes auparavant, avant de définir la tête de série. Un bâtiment, ben, vous en faites un et il faut que ça fonctionne. Donc il y a vraiment une nécessité d'être accompagné, d'accompagner le maître d'ouvrage, d'accompagner le bâtiment dans une longue durée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et je pense que ça doit plus se résumer à une année de parfait achèvement, mais ça doit être beaucoup plus long. Après, pour effectivement réussir cette transition énergétique, je pense qu'il y a vraiment un réel besoin, et je pense que c'est quelque chose qu'on a fait dès le départ dans la programmation, dans l'établissement des scénarios, c'est changer la mentalité. Voilà, c'est réduire nos besoins, donc se comporter différemment et accepter qu'effectivement, ne plus avoir le confort optimal que vous souhaitiez historiquement. Aujourd'hui, il va falloir s'adapter au climat, et puis le climat s'adapter à nous, quoi, voilà. Donc tout ça, c'est un travail sur la persuasion. Voilà. Et si j'ajoute quelque chose, c'est que déjà à cette époque-là, on pensait au digital, aux technologies, pas comme une forme de gadgetisation de l'immeuble, mais comme un support à l'effort de durabilité, donc au service du durable, ce digital. Donc effectivement, les chambres ont été conçues plus avec une approche de chambre d'hôtel, ce qui était innovant par rapport à la pratique habituelle de chambre d'étudiants. Et on a pensé comment mettre cette technologie en symbiose avec automatisation des différents systèmes pour que dès qu'il n'y a pas d'occupation, on puisse se couper. D'ailleurs, si l'étudiant sort, toutes les prises sont coupées sauf une, la ventilation, entre autres aspects. Et pour que aussi ce livret dont Michel parlait puisse être un outil d'influence sur le comportement. Parce qu'effectivement, il y a les usagers, il y a toutes les parties qui ont participé et qui ont fait relever pendant ce processus les différents challenges. Donc d'abord, il faut oser innover. Ce n'est pas tous les clients, tous les maîtres d'ouvrage qui osent venir avec un programme si ambitieux et qui osent croire aux solutions que nous, ingénierie architecture, allons proposer. Donc il a fallu un effort important pour convaincre tous de l'efficacité des solutions qu'on proposait. C'est une première, on avait vu ça dans des solutions petites maisons, petits résidentiels en Suisse et en Allemagne. Ici, on ne l'a reproduit pas pour une famille de 3, mais pour 142 chambres. Et le zéro carbone, zéro énergie exige de nouvelles solutions et tous les acteurs ne sont pas vraiment prêts à oser se lancer là-dedans. Il faut la persuasion et pédagogie dont Michel parlait, parce qu'il faut du temps, il faut des explications didactiques, une chose que les ingénieurs ne sont pas tout à fait habitués à faire, avec plein de schémas et dénuder, on va dire, de toute la technique pour parler performance globale et expliquer à tout type d'acteurs, main dans la main avec l'architecture, et de la confiance que se fait dans cette équipe de conception pour atteindre cette performance globale. Il faut pousser les limites du savoir-faire. Cette maison ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ils sont beaucoup de recherche, beaucoup de travail. C'est un projet innovant de l'interaction entre les parties, à l'ambition, aux solutions technologiques qui ont été utilisées, un travail acharné pour améliorer. Et il a fallu créer des outils de modélisation parce que ce stockage, ces aspects énergétiques n'étaient pas disponibles. Donc les équipes ont dû vraiment chercher. Il faut se former, consulter, partager. Du zéro énergie, on sait tous faire aujourd'hui, mais il n'y a pas tant de cas qui parlent vraiment de toutes les solutions, mais surtout des difficultés, les obstacles qui peuvent démotiver et qu'il faut communiquer pour qu'on puisse convaincre d'autres de se lancer au lieu de leur faire peur. Et finalement, un suivi d'exploitation. Dans cette maison, avec les clients, on a eu 2 ans de suivi, un suivi des 2 premières années de consommation, d'exploitation, d'utilisation qui ont été énormément utiles pour confronter au scénario, pour améliorer des petites problématiques, pour former toutes les parties que l'utilisent. Et donc, on le conseille vivement pour toute opération zéro énergie.
Merci de votre attention. Merci Anna. Bravo Anna. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu le